Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, il y a quelques mois j'avais fait un épisode sur l'achat de montres lors d'une vente aux enchères. C'est un épisode qui a eu beaucoup de succès, j'ai reçu notamment des retours avec pas mal de questions et pour y répondre, je suis aujourd'hui rejoint par Elio Guérin de la maison de vente Agut qui va nous parler un petit peu plus des enchères tout simplement. Bonjour Elio. Bonjour Marc, enchanté. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Je sais que tu es le responsable du département de montres chez Agut, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors bien sûr, oui. Alors moi, je m'appelle Léo Guérin et je suis en charge du département montres chez Agut, maison de vente aux enchères en France. Voilà. Et alors, est-ce qu'avant de rejoindre cette maison, est-ce que tu avais un intérêt particulier pour les montres? En fait, comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé dans cette maison de vente? Alors c'est un parcours, on va dire assez atypique. Voilà, moi j'ai commencé par des études de droit et d'histoire de l'art pour travailler en tant que commissaire-priseur, pour pouvoir en fait Ouais. taper une vente aux enchères, comme on dit dans le milieu. Et en fait, j'ai toujours été passionné en parallèle de mes études par les montres. Donc voilà, j'ai acheté des petites montres, des petits IMA, ce genre de choses. Et en passionnant de plus en plus, voilà, je m'étais rendu compte que les ventes aux enchères et les montres, c'était quelque chose qui était très intéressant à lier. Donc j'ai en fait commencé à travailler dans des petites études, à faire voilà des ventes aux enchères classiques, un peu générales. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler dans des études un peu plus importantes, à m'occuper des montres dans différentes études. Et je suis voilà arrivé maintenant en octobre 2019 chez Agut en tant que responsable du département montres, donc à organiser 7 ventes par an de spécialités en montres, tout ce qui est voilà montres, pendulettes, montres de femmes, de gousset, voilà toutes les généralités autour de l'horlogerie. Ouais. Exact. Alors pour la petite anecdote, la première fois où on avait été mis en relation, c'était en fait quand je cherchais à acheter une montre, puis je t'avais posé quelques questions via email auxquelles tu m'avais répondu et qui m'avaient permis d'acheter cette montre. Là, c'était une petite vintage vachement Constantin. Et puis j'avais aussi acheté même avant, je crois que tu sois là, mais toujours avec Agut, un petit réveil Gégère Lecoultre. Et alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu plus Agut et comment ça se positionne par rapport aux autres maisons de vente qui sont peut-être un peu plus connues, je pense aux Christie's, Sotheby's, Philips, etc. Ouais, si tu pouvais présenter un petit peu Agut. Bien sûr, oui, y a pas de problème. En fait, Agut, c'est une maison de vente qui a été créée par Claude Agut, qui est donc le commissaire-priseur qui a monté la maison de vente en 1974. Au début, il était basé à Clermont-Ferrand et en fait, avec le temps, il s'est installé après à Paris et à Paris et surtout à Neuilly. Voilà, donc on est arrivé au début des années 90 à Neuilly et en fait, elle a grossi. Au début, il était tout seul et aujourd'hui, on est voilà une soixantaine d'employés avec voilà différentes spécialités et on va dire aujourd'hui on est la quatrième maison de vente française derrière Arcurial et on est la première maison de vente en fait indépendante qui est encore tenue par la famille d'origine et qui est voilà totalement indépendante sans actionnaire. Et donc aujourd'hui voilà on est une maison de vente qui on est la grosse maison des petites, mais en même temps on est les petits des gros aussi. On est vraiment entre les deux, ce qui nous permet d'avoir un positionnement assez intéressant puisqu'on a on va dire une facilité, une légèreté assez propre aux petites maisons de vente. C'est-à-dire que voilà, moi je m'occupe du département montre et je gère tout de A à Z. C'est-à-dire qu'un client, à partir du moment où il me présente sa montre jusqu'au paiement final, il aura affaire qu'à moi. Et donc ça me permet d'avoir vraiment une facilité de rapport avec les clients que j'ai. Je vais les voir très facilement. Et voilà, et on a quand même aussi voilà par rapport à une maison de vente plus petite, on a vraiment tout un système de communication, de process qui met que voilà, on est assez implanté en tout cas en France et dans le monde sur les ventes aux enchères. Voilà, on est assez connu voilà de notre côté.
Ouais. Et alors, quel est ton meilleur souvenir de vente là, puisque tu gères tout comme tu l'expliquais? Est-ce que tu as une anecdote particulière, je sais pas, une montre en particulier que t'as trouvé ou que t'as aimé vendre ou quelque chose? Alors, je pense que un de mes très bons souvenirs que j'ai pu avoir, en vente aux enchères, ça a été en fait, j'aime beaucoup en fait derrière les montres, il y a souvent des histoires Ouais, et j parfois les histoires sont aussi importantes, voire plus que la montre qu'on propose et en fait l'année dernière, j'avais en fait, vendu un modèle voilà qui est assez mythique, qui est donc une Rolex, Submariner, Comex, ouais, qui appartenait en fait à un plongeur qui avait fait une expérimentation qui était en fait Hydra 12. Comex à l'époque, si vous voulez, en fait faisait des expérimentations, des expériences qui étaient relayées en fait dans les médias pour tester en fait un peu les conditions de travail sous l'eau. Et donc là en fait c'était directement le plongeur qui avait eu la montre dans les années 90 offerte par donc le patron de la Comex qui était Henri Delose, et donc il m'a confié la montre en m'expliquant toutes les histoires qu'il a pu avoir avec la pièce, et ça c'était juste fabuleux en fait d'avoir vraiment le plongeur qui m'expliquait les plongées qu'il avait fait bien à sûr. plus de 150 200 mètres, voilà, c'était Ouais. vraiment, c'était un plaisir de bosser sur cette montre, de pouvoir la présenter. Il m'avait donné toutes les coupures de presse qui avaient été faites à l'époque, les photos de lui avec la montre au poignet, et voilà, Un la vrai montre full était, set. voilà, un vrai full set, même en plus elle avait ses papiers d'origine, plus voilà toutes les histoires. Donc c'est vrai que voilà, c'est forcément très bien vendu, il était très content. Le collectionneur qui l'a acheté était aussi ravi puisqu'il cherchait vraiment une pièce qui provenait, enfin, qui était de provenance directement du plongeur. Et donc voilà, Bien c'était sûr. vraiment une histoire pour moi très intéressante et assez incroyable. Ouais. Bon, alors, quand je t'ai posé la question, je m'attendais pas à avoir une réponse aussi cool, quoi, parce que c'est vrai que t'as le côté provenance, t'as la montre en elle-même, t'as tout le monde qui est content, etc. Donc c'est vrai que c'est chouette et je t'envie d'avoir pu vivre ça. Moi, j'ai quelques questions concernant donc l'organisation un petit peu des ventes et puis un petit peu tout ce qui se passe en coulisses par rapport à l'organisation d'une vente. Déjà, première chose, comment vous trouvez les montres que vous présentez? Parce que j'imagine doit y avoir quand même une pression. Tu disais, voilà, tu fais cette vente à l'année. Comment vous faites pour trouver à chaque fois et vous renouveler, notamment la Comex, par exemple, comment vous trouvez des pièces comme ça, quoi? Ah ouais, alors là, ça c'est voilà, c'est on va C'est le nerf de la guerre, j'ai le nerf de l'impression. la guerre, bien sûr, c'est le nerf de Ouais. la guerre. Trouver des objets, voilà, on est en fait séparés entre les vendeurs et les acheteurs. Trouver des montres pour après les vendre. C'est vrai qu'on a, ce qui est Mm. intéressant, c'est qu'on a vraiment un processus assez complet. Et voilà, alors trouver des objets, c'est le, voilà, c'est ça passe par de nombreux canaux en fait. Ça peut être voilà de la connaissance du réseau personnel, une amie qui souhaite vendre une montre qu'elle a depuis longtemps, une montre de son grand-père. On fait forcément de la publicité dans les journaux, dans les différents médias pour appeler en tout cas à consigner. Ça, on appelle ça une appel à consignation, en Mm. disant nous organisons une vente aux enchères. Si vous souhaitez inclure un lot, contactez-nous. Donc on passe par voilà des médias assez classiques. Sur Internet, on fait aussi de la publicité. Puis après, on organise également aussi des journées d'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, une journée, on va dans différentes villes et on organise une journée d'expertise. Donc moi, je m'occupe des montres, mais on peut faire une expertise montres et bijoux, montres et tableaux. Et donc en fait, on est présent toute une journée dans une ville et les gens viennent, expertisent leurs objets. S'ils souhaitent les vendre, on peut les consigner pour une vente. Et si voilà, ils souhaitent juste une information, on peut les aiguiller voilà sur l'originalité de leur pièce, du prix que ça peut valoir s'ils veulent le vendre un jour. Et donc voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça amène à se déplacer beaucoup, d'aller voir des clients, voir des personnes. Donc toujours pareil, des histoires avec les personnes qui ont forcément les montres, soit depuis très longtemps, ou achetées récemment, chinées en brocante. Bien Donc sûr. il y a vraiment un panel qui est extrêmement large sur les vendeurs et qui rend en fait le métier très passionnant. Et alors, est-ce qu'il y a des montres que vous recherchez en particulier ou un segment que vous occupez? Enfin, comment ça se passe? Alors voilà, moi j'organise des voilà 7 ventes par an, ce qui est beaucoup. Après voilà, on essaie vraiment de segmenter et de voilà de mettre des en fait faire des ventes qui sont cohérentes. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de vendre peut-être 300 montres Gousset dans une vente thématique plutôt que vendre un Gousset, une montre Swatch, une Hmm. montre voilà une Rolex Comex. Faut vraiment essayer de créer en fait une identité sur les ventes pour que voilà les collectionneurs qui peuvent être intéressés puissent s'y repérer sur la vente en fait. Donc il n'y a pas spécialement
de pièces qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on vend des montres de femmes, on vend des montres de gousset, des pendulettes, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'horlogerie, on le fait, soit les montres récentes, anciennes, on fait tout, mais vraiment ce qui est important, c'est de bien faire des ventes qui soient cohérentes pour que en fait la montre en tout cas soit bien mise en valeur. C'est ça qui est en tout cas le plus important dans l'organisation des ventes. Et alors, en parlant de cohérence, une question que j'avais pour toi, c'est aussi au niveau des estimations, parce que souvent, moi, je me place évidemment plus du point de vue collectionneur quand tu regardes les catalogues, tout ça. Enfin, de temps en temps, tu vois des estimations que tu trouves complètement farfelues, soit à la hausse, soit à la baisse. Et on se dit toujours qu'il y a une stratégie un petit peu derrière de la part de la maison de vente là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, Comment vous faites vos estimations, les quoi? estimations, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'en fait, c'est vraiment voilà, le nerf de la guerre, c'est trouver des objets. On peut dire que la deuxième facette très importante du métier, c'est les estimations, puisqu'en fait, les estimations vont vraiment fixer l'intérêt de l'objet pour un collectionneur. C'est-à-dire que voilà, tout le monde connaît, les collectionneurs savent tel modèle, les prix en fait sont quand même assez tarifés de manière générale en horlogerie. Donc en fait, il faut toujours réussir à trouver mettre voilà des estimations plutôt, on va dire, intéressantes et attractives pour qu'un collectionneur qui ouvre un catalogue se dise ah, celle-ci c'est vrai que c'est un budget qui est plutôt intéressant, et en fait attirer le jour de la vente un maximum de collectionneurs. Donc c'est vrai que sur des pièces, on va dire rares à trouver, les estimations importe peu dans le sens où elles ne fixeront jamais le prix final. C'est-à-dire que voilà, des modèles, par exemple des modèles de plongée très rares comme les Triton, les ZRC, c'est des modèles qui sont très recherchés aujourd'hui sur le marché. Même si on a une estimation qui va être très basse, le prix final sera toujours important puisque c'est des modèles qui sont énormément recherchés par les collectionneurs. Après, de manière légale, une personne qui nous confie un objet a la possibilité de fixer un prix de réserve. Et en fait, le prix de réserve influera sur les estimations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un prix de réserve plus important que les estimations. Si vous voulez, en fait, si moi je donne une estimation entre 600 et 800 euros pour une montre, si le collectionneur me dit j'en voudrais 2000 euros, ça veut dire qu'on faudra qu'on adapte, en tout cas, si on veut la mettre dans une vente aux enchères, avec un prix de réserve à 2000, donc une estimation entre 2000 et 3000 euros. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est toujours en fait une balance entre le souhait du vendeur sur les prix qu'il voudrait et le jour de et voilà, et mes estimations à moi que je peux mettre sur une montre. Mais voilà, après de manière générale voilà, ça peut toujours faire des prix plus importants que ce qui est annoncé. Bien sûr. Tu parlais des ZRC. Est-ce que tu as des tendances que tu vois un petit peu arriver aux enchères? Je sais pas, des montres qui se mettent subitement à monter, des choses que tu ressens toi vraiment sur le terrain, quoi. Alors c'est vrai que l'avantage que je peux avoir en tant que voilà directeur du département montre, c'est que je vois aussi les coulisses de la vente, et donc je vois là où il y a où des pièces présentent beaucoup d'intérêt, là où il y a moins d'intérêt, et donc ça permet vraiment de comprendre un peu les tendances et les intérêts des gens. Voilà, on va dire aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne. Le marché est extrêmement voilà contenu entre Rolex et Patek Philippe. Aujourd'hui, c'est des modèles qui sont extrêmement recherchés, mais en vente aux enchères, voilà, on essaie toujours d'éduquer un peu les collectionneurs à aller sur d'autres pièces, sur des marques un peu différentes, sur des modèles un peu différents. Donc voilà, effectivement, Rolex et Patek Philippe sont les objets les plus demandés, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des marques anciennes qui en fait subitement présentent de l'intérêt. Donc voilà, typiquement ZRC et Triton, qui sont des marques françaises de montres de plongée des années 60. C'était des modèles qui voilà étaient assez peu recherchés jusqu'à il y a on va dire un peu moins d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est des modèles qui voilà s'échangent de plus en plus cher, car difficile à trouver en bon état surtout. Donc voilà, il y a ce type de pièces, voilà, effectivement on va dire monte vraiment sur le marché et dans l'intérêt des collectionneurs. Mm. Et alors tu mentionnais Rolex, il y a aussi toute la question de l'authentification. Comment vous faites pour vous assurer que c'est bon en termes d'originalité des pièces, etc. Tu as dû voir aussi pas mal de scandales un petit peu à chaque vente presque. J'ai l'impression que dès que tu as la saison des ventes, tu as toujours un scandale qui apparaît, une montre où un collectionneur va capter qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond. Comment toi tu gères ça pour éviter ce genre d'écueil?
Bah, pour commencer, c'est vrai que déjà faut remettre en, on va dire de manière générale, c'est la montre, en tout cas le marché de la montre, c'est un marché qui est quand même très récent en fait. C'est-à-dire que avant les années 80-90, le marché de la montre, en tout cas d'occasion et vintage, n'existait pratiquement pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment nouveau, donc les prix sont de plus en plus importants et donc forcément ça attire un ensemble voilà de montres fausses. C'est vrai que quand on parle de Rolex, la première chose que les gens vont penser, est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très important d'être très clair dans les photos, dans les descriptions des objets, parce que c'est ce qui fait en fait l'intérêt d'un collectionneur et la confiance surtout que le collectionneur nous accorde sur l'expertise qu'on peut faire d'une montre. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'expertise moi-même les montres, je ne passe pas par un expert extérieur, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de faire toutes les expertises des montres. Et c'est vrai que c'est un travail qui est très compliqué et qui appelle surtout beaucoup d'humilité, je pense, parce que faut Mm. toujours comprendre qu'on ne sait jamais tout Bien sûr. et voilà et des pièces, on peut penser qu'elles sont bonnes parce que la provenance faisait qu'on aurait pensé qu'elles auraient pu l'être, mais malheureusement ça peut être pas grand chose parce qu'on parle d'une montre fausse de A à Z. Oui, ça c'est peut-être les pièces les plus faciles à déceler, encore qu'aujourd'hui les répliques sont de Mm. plus en plus belles, mais ça peut être un cadran qui a été un repeint, tout simplement, parce que c'était des Mm. choses qui se faisaient beaucoup dans les années 70, quand un cadran était un peu fatigué, ben on allait le repeindre. Donc là, forcément, il y a une très grosse dévaluation pour une montre type Rolex, par exemple, si un cadran est repeint. Ça peut être une couronne changée, donc ça encore ça va, mais par exemple ça peut être voilà un insert de lunettes, un fond de boîte qui a été changé, un mouvement qui a été Mm. changé. Donc c'est voilà chaque marque de montre implique une expertise différente. Voilà, par exemple chez Omega, tous les mouvements en fait ont un numéro de série qui permet en fait de retracer son historique, de savoir s'il est en tout cas d'origine à une montre. Sur Rolex, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui les archives ne sont pas divulguées par la marque, donc on saura jamais si la montre était vendue dans quelle configuration elle était. Donc c'est voilà, c'est aujourd'hui c'est très important de réussir à en tout cas rendre parce que voilà les maisons de vente comme ce que tu disais, il y a eu beaucoup de scandales. C'est vrai que pour beaucoup, les maisons de vente sont un fonctionnement un peu obscur et les gens ont toujours un peu peur d'acheter en maison de vente. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, c'est important d'avoir, grâce à Internet notamment, quelque chose d'extrêmement limpide pour que voilà les collectionneurs puissent être en sûreté et en tout cas confiants quand ils sont prêts en tout cas à enchérir sur une montre. Parce que voilà, toutes les informations se retrouvent sur Internet, donc aujourd'hui on est obligé de travailler de manière extrêmement claire pour que ça fonctionne bien. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a cette image un petit peu de bah que oui, que les maisons de vente ou les enchères c'est un petit peu inaccessible pour certains, mais en fait je trouve que c'est tellement simple et c'est là où tu as peut-être les meilleures affaires à réaliser. Et puis c'est hyper passionnant parce que tu vois les catalogues, tu vois les nouvelles ventes, enfin il y a toujours de l'action, c'est toujours un plaisir de regarder des catalogues, c'est là où tu apprends aussi énormément de choses en tant que collectionneur. Euh, donc c'est une vraie opportunité. Je pense qu'il faut casser ce mythe un petit peu de ventes qui sont inaccessibles. Tu le mentionnais, mais bah voilà, j'ai eu même l'exemple justement avec toi il y a quelques temps quand bah, j'avais une question, je contacte la maison de vente par email, tu me réponds dans la foulée, tu m'envoies des photos supplémentaires. Enfin, c'est quelque chose qui se fait très bien et qui au contraire est super accessible. Et puis tu mentionnais aussi donc les archives, Rolex, Omega, etc. Alors, ils ont un fonctionnement, je te l'accorde, complètement différent. Est-ce que vous avez des relations un petit peu spécifiques avec les maisons horlogères, notamment les départements patrimoine pour celles qui en ont? Alors effectivement, aujourd'hui, vu que voilà, comme je disais tout à l'heure, le marché de la montre est très récent et la conscience en tout cas des marques sur leur patrimoine l'est aussi. Donc en fait, chaque marque a une manière très particulière de gérer en fait son parce que voilà, on va dire que les principales marques horlogères aujourd'hui ont un département héritage, tradition, enfin tout ce qui est en rapport avec leur Ouais. histoire. Et donc aujourd'hui, chaque marque le gère de manière différente. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est beaucoup de marques n'ont pas forcément gardé des archives de ce qu'ils ont pu produire. Donc il y a des marques comme Omega qui pour le coup font ça depuis très longtemps et ont des archives extrêmement précises de ce qu'ils ont produit. On peut savoir
l'année où elle a été vendue, à quel pays, et si elle a été une origine militaire, si elle a été livrée à un pays particulier. Donc ça c'est extrêmement bien fait. Les prix sont assez raisonnables puisque pour 120 francs suisses on peut avoir un extrait d'archives qui sera livré dans les 2-3 semaines. Après, des maisons de vente, d'autres, des maisons de vente, des maisons de horlogères, d'autres ont des archives qui sont un peu moins complètes. Donc voilà, en fait, on adapte vraiment toujours un modèle. C'est-à-dire que quand on a une belle Oméga, on va en tout cas préciser que l'extrait d'archive est facile à faire, donc on essaye de le faire dans tous les cas pour ces montres-là. Après, d'autres Longines le font également. Donc on adapte vraiment suivant la marque pour voir ce qui est le mieux à faire pour en tout cas la présenter au mieux le jour de la vente en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est que voilà, toujours dans cette logique de clarté et de facilité pour le collectionneur, on essaie de donner toutes les informations possibles pour qu'il puisse acheter en bonne connaissance de cause. Et alors on parlait d'authentification avant, ça me fait penser un petit peu aussi au mouvement. Comment ça se passe en termes d'état de fonctionnement? Est-ce que vous vendez systématiquement les montres dans l'état que dans lesquels vous l'avez récupéré? Est-ce que des fois vous faites des révisions? Même à chaque fois quand on lit les catalogues, c'est quelque chose que pour le coup je reprocherais à la plupart des maisons de vente, c'est que c'est jamais très précis sur l'état de fonctionnement précis de la montre. On sent que souvent ça se cache un petit peu derrière une formule un peu classique, genre montre à réviser, enfin fonctionne mais à réviser, donc on comprend pas trop si est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que je dois la faire réviser. Oui. Comment ça se passe pour ça? Alors effectivement, c'est vrai que c'est particulier parce que le système de vente aux enchères crée ça, sachant qu'en fait les maisons de vente aux enchères, on est des mandataires de vente, c'est-à-dire qu'on vend au nom d'un client. Donc en fait, par exemple, monsieur Untel décide de nous confier une montre, une montre Gégère en or des années 50. C'est une montre qu'il a achetée lui à l'époque. C'est une personne âgée. C'est une montre qu'il a dans son placard depuis extrêmement longtemps. Forcément, la montre n'a pas forcément été révisée depuis plusieurs années. Donc nous, il nous la confie. Ce qu'on fait, c'est on vérifie tous les composants, on ouvre la montre, on vérifie le mouvement, on la teste. Comme ça, on essaie en fait de donner un maximum d'informations au potentiel enchérisseur. Donc c'est pour ça que je conseille, et c'est ce qui s'était passé entre nous quand tu avais été intéressé par acheter une montre, c'est que tu avais eu le réflexe de m'envoyer un mail en disant je suis intéressé par tel modèle. Est-il possible d'avoir des photos supplémentaires? Dans quel état est-elle de fonctionnement? Donc voilà, on essaie vraiment de faire un maximum de photos, en tout cas de rapports de conditions sur le fonctionnement. Donc voilà, on peut pas, en fait, une vente aux enchères, on a entre 150 et 200 montres, donc c'est physiquement pas possible de toutes les réviser pour une vente. Et si on devait le faire, c'est-à-dire qu'on devrait l'imposer aussi au vendeur, en lui disant, si on veut la vendre, faudrait qu'on la révise. Et parfois, ils préfèrent la vendre en l'état plutôt que la réviser. Après, sur des montres, on va dire très très importantes qui ne fonctionnent pas, on englobe dans le prix de vente une révision pour que elle se puisse se vendre au mieux le jour de la vente. Mais on va dire que sur les prix les plus importants, quand on achète une montre plus de 100 000 euros, une révision qui peut coûter 500 ou 600 euros, ça reste minime par rapport au prix d'achat de la montre. Mais c'est vrai que la question se pose plus pour un achat d'une montre à 600 euros. Parce qu'effectivement, s'il faut prendre 600 euros plus la révision, c'est pour ça qu'il faut toujours, je conseille toujours de nous contacter. Nous, on fera tout notre possible pour vous donner un rapport le plus précis sur l'état de la montre. De la tester par exemple avec l'application Toolwatch pour avoir savoir la précision exactement de la montre. Et faire des photos du mouvement pour voir s'il est plutôt en bon état ou si il nécessitera un nettoyage ou une révision. Très clair. Et alors une fois que vous avez récupéré un petit peu toutes les montres, il y a l'étape du catalogue. Comment ça se fait concrètement? Vous shootez toutes les pièces, tu rédiges toi-même toutes les descriptions. Comment vous arrivez à produire cet objet-là, quoi? Alors ça c'est une partie qui est assez intéressante aussi, la production du catalogue. C'est-à-dire qu'on on a une période à peu près de un mois et demi pour consigner les montres. Une fois qu'on a on va dire l'ensemble de la vente, donc à peu près entre 120, 150 voire jusqu'à 200 lots, on s'occupe de prendre les photos. Donc là moi j'ai un fonctionnement plus particulier puisque j'ai décidé en fait depuis même dans une ancienne maison de vente de faire des photos un peu différentes avec qui peuvent vraiment mettre les montres en valeur, donc avec des fonds de matière, de couleurs,
pour un peu faire ressortir les montres au maximum et pour vraiment donner envie d'acheter les montres, voilà. Parce que voilà, on va dire les catalogues classiques de maisons de vente sont souvent voilà, assez classiques, noirs, souvent gris. Donc je trouvais que c'était un peu sympa de sortir un peu de ce schéma-là et de prendre un catalogue de vente aux enchères plus comme un magazine qu'on a envie de feuilleter, de garder sur sa table basse, plutôt que voilà, un catalogue qui est seulement strictement la montre en photo, ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'est un travail que j'essaie de faire sur mes catalogues. Et voilà, après on va toujours faire les descriptions de toutes les montres en les ouvrant, en prenant les dimensions, le mouvement, l'état général, la précision dès que c'est possible si une pièce a été changée. Voilà, que ce soit une pièce de mouvement, une pièce de cadran, voilà, tout est précisé dans le catalogue pour que le collectionneur soit un maximum informé sur l'état de la montre. Alors c'est vrai que vos photos elles ressortent bien. J'ai comme tout collectionneur, je pense, des alertes sur des sites type Inter-Enchères ou n'importe quoi qui ressortent un petit peu certaines montres. Et rien que quand je vois la photo, pour certaines maisons, tu reconnais tout de suite. Il y a un style, ça ressort mieux et vous en faites partie évidemment, quoi. Et alors j'avais une autre question concernant les frais. Comment ça se passe pour l'acheteur et pour le vendeur, voilà, quels sont les frais? Ok, donc les frais. Combien ça coûte, toi, d'acheter une montre ou de la vendre? D'acheter une montre ou de la vendre, ok. Donc en fait, en tant qu'acheteur, donc c'est des frais fixes qui sont en fait donc dans notre maison de vente de 25% hors taxe et de 30% TTC. Donc ça c'est voilà, c'est nos frais de classique, c'est-à-dire que si on achète une montre 1000 euros, on la paiera à la fin 1250 euros. Donc les 250 euros sont nos commissions et voilà, il y aura 500 euros donc de TVA, donc qui fait que ce sera 50. 1300, voilà, ça fera 1300 euros en tout. Ouais. Donc oui, 50, oui. Et du coup voilà, c'est nous les frais fixes en tant qu'acheteur. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours forcément d'adapter nos estimations par rapport à ces frais-là. Il faut forcément prendre en compte le jour de la vente, puisque voilà, quand on tape le marteau, le prix est bien entendu sans frais. Donc il faudra toujours le calculer avec les frais de voilà d'acheteur. Après pour les frais vendeurs, c'est vraiment quelque chose qui est au cas par cas, c'est vraiment à la carte. Ça se décide en fait en discutant avec le vendeur. Donc voilà, ça c'est vraiment ça je peux pas vraiment donner de chiffres parce que c'est adapté, que ce soit en vue de quand c'est un partage, quand c'est une succession, quand c'est un particulier, un marchand, tous les frais, voilà, les frais sont vraiment extrêmement variables. Ok. Et alors tu mentionnais donc les taxes. Comment ça se passe avec avec vos clients étrangers, etc. Parce que je me rappelle, on en avait déjà parlé, mais je sais que vous faites beaucoup. Enfin, vous vendez aussi beaucoup à l'étranger. Comment vous gérez ça? Alors bon, c'est intéressant parce que en plus dans une situation actuelle où les étrangers ne peuvent pas forcément se déplacer, Oui. on se doit d'avoir un service encore plus voilà, encore plus on va dire proche avec les clients. Donc on essaie toujours voilà d'avoir un maximum de contact avec le potentiel enchérisseur dès le début de la vente, en sachant si quand il enchérisse un objet, s'il a bien eu toutes les informations qu'il voulait sur l'état du lot, s'il a eu des photos supplémentaires. Donc là par exemple avec les collectionneurs, on a beaucoup de discussions WhatsApp pour lui envoyer les photos, des vidéos par exemple, pour vraiment voir l'état de la montre. Et après, si voilà, il enchérit, qu'il remporte l'objet, par exemple, nous nous vendons à Neuilly-sur-Seine, en France, et donc on va dire l'acheteur est en Californie. Là, à partir du moment où lui il est enchérisseur, je fais le suivi avec le client, en trouvant une solution avec lui pour voir comment il souhaite voilà récupérer l'objet. S'il veut venir le récupérer à l'étude, c'est le plus simple. Voilà, il suffit qu'il vienne récupérer la montre. Après, forcément, c'est pas forcément toujours possible, donc on voit pour les envois. Et donc là, on en discute ensemble, les devis qu'on peut faire suivant les différents transporteurs. Et voilà. Et si on est en plus dans le cas d'un acheteur étranger, il a la possibilité de se faire rembourser la TVA, bien sûr, donc de rembourser les 5% qui sont sur les frais acheteurs. Ouais, bah c'est le cas même là pour moi qui vis en Suisse en ce moment. Voilà, Bah là, ouais. tu peux utiliser ça et c'est vrai que c'est toujours pratique, quoi.
Et alors, une question que je me pose, c'est quel est l'intérêt, on va dire, pour un collectionneur de vendre sa montre aux enchères? Enfin, pourquoi toi, tu recommanderais à quelqu'un de vendre sa montre aux enchères et pas, j'ai n'importe quoi, sur Chrono24 ou un forum, par exemple? Alors, c'est vrai que c'est pour beaucoup de collectionneurs récents, on va dire même récents dans le sens où plutôt de personnes jeunes, la maison de vente aux enchères, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on va avoir. On va Premier se dire, réflexe. bah, je vais la vendre sur le Bon Coin, effectivement sur Chrono24, eBay, toutes les plateformes qui s'offrent aujourd'hui en un clic pour vendre un objet. Alors moi voilà, je conseillerais la vente aux enchères pour différentes facettes. Déjà parce que quand on vend une montre en tant que particulier, on sait pas forcément ce qu'on vend. Peut-être qu'on l'a acheté en lui disant qu'elle était toute d'origine, mais on n'est pas forcément sûr de son état. Donc Ouais. ça, déjà la maison de vente garantit vraiment l'authenticité de la pièce. Voilà, on a pas forcément savoir non plus le prix exact qui peut la vendre. Il peut essayer de la vendre pendant très longtemps à un prix qui est beaucoup trop important et il ne saura pas forcément placer le prix comme il faut. Donc en fait, je pense que le système de la vente aux enchères, il est bien parce qu'il offre vraiment tout le travail d'expertise et voilà de vente au mieux, puisque de toute façon on est vraiment dans le même camp que les collectionneurs, et plus on vend cher, mieux c'est. Donc ce sera toujours dans l'intérêt voilà du collectionneur. Voilà, la différence pour un marchand, lui, il essaiera forcément d'acheter un objet le moins cher possible pour prendre la marge la plus importante. Et après, il a la tranquillité d'esprit dans le sens où nous, on aura toujours le rapport avec l'acheteur de si c'est un acheteur aux États-Unis, d'envoi, de gérer les importations, les taxes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très simple en fait. Un collectionneur, il vient, il pose sa montre, on lui donne une estimation, il repart et en fait, il se retrouve avec 2-3 semaines après directement son virement. Donc il n'a pas eu à s'occuper de grand chose. Donc c'est vrai que la maison de vente apporte vraiment, je pense, une tranquillité d'esprit et un sérieux qui, je pense, est assez important aujourd'hui. Ouais, il y a ce côté clé en main, et puis effectivement, bah voilà, si tu t'y connais pas trop, ou même si tu t'y connais, au moins la maison de vente, elle agit comme un intermédiaire, et puis Mm. elle gère un petit peu tout, la réputation, l'authentification, etc. Donc c'est vrai que ça présente un intérêt. Tu parlais un petit peu de la situation actuelle, où avec le Covid, on est tous ou la plupart confinés à la maison, etc. Comment ça se passe si on est vendeur justement pendant le Covid, ou même on va dire à l'étranger? Est-ce qu'on peut tout de même vous soumettre des montres? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans un premier temps, le meilleur échange qu'on peut avoir avec les clients étrangers, c'est des échanges de mails, tout simplement, avec des photos, Hmm. même des discussions WhatsApp ou des appels. Moi, ça permet toujours d'avoir un premier avis sur une montre pour pouvoir en donner une estimation. Après, c'est vrai que toutes les estimations qu'on peut donner, en tout cas par photo, c'est toujours sous couvert d'une expertise de visu, quoi. Faut toujours vérifier Bien vraiment sûr. que la montre est bonne en la prenant en main, en l'ouvrant, en vérifiant avec une loupe. Voilà, les photos, ça peut être extrêmement trompeur. Une montre peut paraître très belle en photo et en fait être moins jolie en vrai. Et inversement, une très belle, voilà, une montre qui peut être pas très photogénique, le sera énormément en vrai. Donc voilà, je pense que dans un premier temps, c'est toujours bien, voilà, d'échanger par mail. Après, on trouve toujours des solutions pour les envois. Donc même si un vendeur se situe, voilà, encore l'exemple de la Californie, à Ouagadougou, ou même voilà en Suisse, on a toujours le système pour que je puisse venir. Soit moi je me déplace beaucoup pour aller voir mes clients, ou un envoi quand c'est trop compliqué. Donc on peut toujours trouver Ouais. des solutions. Bon alors top, on a vu, je pense, un petit peu tout ce qui concerne les coulisses un petit peu d'une vente aux enchères, comment ça s'organise un petit peu de votre côté. Est-ce que tu auras un conseil final que tu pourrais donner aux auditeurs pour faire des affaires? Pour faire des affaires, bah, moi je pense que le conseil final que je pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est déjà voilà de faire un peu tomber les masques et de pas avoir peur en fait des ventes aux enchères. Vraiment parce qu'il y a quelque chose qui peut être assez intimidant dans la vente aux enchères. On se dit toujours de toute façon ça partira toujours trop cher pour moi parce que voilà les ventes aux enchères tout part très cher. Et en fait je pense que vraiment faut aussi s'éduquer à regarder les catalogues de vente. Et ce qui est pour moi en plus très intéressant, c'est que on va avec un ensemble de 200 montres tomber sur des modèles qu'on n'aurait pas forcément regardé autrement, en disant bah c'est marrant cette montre là, j'avais jamais vraiment regardé mais en fait ça me plaît bien. Donc en fait c'est un peu voilà
comme se balader dans un musée. On se retrouve en fait à aimer des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. Donc ça offre vraiment on va dire une ouverture sur des montres qu'on n'aurait pas forcément regardées, et avec des estimations qui peuvent être voilà extrêmement voilà raisonnables, et qui permet en fait de se dire bah voilà, j'étais parti pour m'acheter telle montre, et en fait j'étais, en la regardant, j'ai plutôt pris celle-là parce que celle-là voilà, en la voyant physiquement ou en photo, je me suis dit vraiment c'est intéressant. Donc je pense que le conseil que je peux donner aux collectionneurs et aux personnes voilà qui peuvent être intéressées, c'est commencer à regarder, voilà, tout simplement, que ce soit chez nous, chez Agut, dans d'autres maisons de vente du côté de Drouot à Paris. Il y a plusieurs maisons de vente qui font des on va dire des ventes aux enchères de montres, et voilà, et comme ça au fur et à mesure, en regardant, ben on devient un peu familier avec le milieu, et puis un jour voilà, on passe le pas pour poser sa première enchère, pas forcément remporter la montre, mais en tout cas mettre une première enchère, et un jour voilà, acheter sa première montre aux enchères. Et je pense que rien que voilà la méthode d'acquisition rend quelque chose, l'objet aussi symbolique. Je pense que acheter sa première montre aux enchères, c'est un peu un pas aussi pour un collectionneur. C'est clair. Ouais. Et alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut, bah voilà, soit voir les catalogues en ligne, soit te soumettre une montre? Quelle est la meilleure manière d'opérer? Alors la meilleure manière, c'est donc déjà d'aller voir sur notre site internet agut.com. Donc là on a voilà déjà une page sur le département qui nous montre un peu les bonnes adjudications qu'on a pu faire dans les années passées, un formulaire avec pour faire une demande d'expertise en ligne totalement gratuite. Comme ça moi je vous répondrai déjà sur des photos sur une expertise d'une montre, et après voilà, je conseille vivement il y a mes coordonnées téléphone et mail, donc de m'appeler si vous le souhaitez, ou de m'envoyer un mail. Voilà, je serais toujours ravi en tout cas de discuter et de pouvoir aiguiller un collectionneur, soit pour une vente ou voilà, ou juste pour un conseil d'ordre général sur une montre. C'est parfait. Bah écoute Elio, je te remercie à nouveau pour cet épisode, et puis je vous dis à bientôt pour le suivant. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.